Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la chanteuse Clou, que vous avez peut-être vue récemment puisque cette année, elle était nommée dans la catégorie Révélation féminine des victoires de la musique. Et pour cause, elle a sorti Orage, son très beau premier album porté par des chansons comme Jusqu'ici tout va bien, Comme au cinéma ou encore On avance. En ce qui me concerne, j'ai découvert Clou grâce à son duo avec Marc Domaille du groupe Cocoon dans la chanson Back to One, puis avec sa reprise des Gauloises Bleues sur l'album hommage à Yves Simon. C'est donc tout naturellement que je me suis intéressé à ce premier disque qui se compose de 11 chansons, entre textes personnels et mélodies qu'on a envie de chanter toute la journée. Et si je m'y suis intéressé, j'ai aussi voulu rencontrer Clou dans les bureaux de son label, où nous avons parlé du radieux crochet qui l'a amené à ce premier disque, de la manière dont elle a pensé l'écriture de ses textes, ou encore de la responsabilité qu'un artiste peut avoir lorsqu'il ou elle est sur scène. Et si vous ne connaissez pas encore Clou, je vous laisse avec un petit extrait de sa chanson Jusqu'ici tout va bien. Bonjour Thomas. Alors commençons par le commencement. Tu t'appelles Anne-Claire Ducoudray. Oui. Et alors tout le monde t'appelle Clou. Dans la vie, c'est un surnom d'enfance, c'est ça? Tout qui à viendrait fait. de clown. Oh, ouais. Et aussi des problèmes de prononciation de ma sœur. C'est pas vrai. Anne-Claire, c'est difficile à dire quand on est petit. Et ma sœur qui a 1 an de plus que moi, elle avait beaucoup de mal avec Anne-Claire, donc ça ressemblait plus à Anne-Clou que Anne-Claire. Que Anne-Claire, Ouais. ok. Tu es née dans une famille de mélomanes, parisienne, je crois. Oui, tout à fait. T'as commencé le piano au conservatoire, puis la guitare en autodidacte. Oui. Et le déclic pour faire de la musique a eu lieu visiblement à New York, lors d'un lors d'un open mic night. Ouais, Est-ce exactement. que tu peux nous expliquer ce moment précis? Oui. Qu'est-ce que tu fichais à New York déjà? Et écoute, je terminais mes études, c'était mon master, c'était la fin de mon master, et c'était et je passais beaucoup de temps à arpenter la ville et à faire de la musique, plus que faire mes études. Ouais. Et j'avais monté un groupe sur place, j'avais enregistré aussi sur GarageBand quelques chansons, et vers la fin de l'année, quand il commençait à faire un peu beau, on avait discuté avec donc mes amis là-bas d'aller sur scène, et je leur avais dit que moi la scène c'était pas possible et que c'était jamais. Ouais. Et sur un coup de tête comme ça, on s'est inscrit à plusieurs, mais en fait il y a que moi qui me suis inscrite, je ne le savais pas, sur l'Open Mic Night dans une petite salle à Brooklyn, un truc comme il y en a 40 000 à New York tous les soirs, et j'y suis allée. Et tu as chanté, j'ai chanté tes chansons ou des reprises? Non, je chantais... Bah non, tant qu'à faire. Bah non, mais en vrai, t'as raison, oui, bien sûr. Allez. Et j'ai fait deux chansons à moi, et c'était... C'est la scène qui t'a... C'est quoi dur. Qui t'a... Je sais pas, qui a été comme cette espèce de déclic? C'était le fait d'être sur scène, c'était... Ah, écoute, c'était plus de me dire que c'était possible de le faire, déjà. Ouais. Ça a l'air un peu petit, dit comme ça, mais pour moi, c'était vraiment un gros effort de présenter mes chansons devant des vraies personnes. Ouais. Et en plus, j'étais guitare-voix, ce que j'ai toujours eu peur de faire. Enfin, à l'époque, j'avais très peur de faire ça, parce que j'avais pas confiance en mon jeu de guitare du tout. Et quand on est timide et qu'en plus on joue de la guitare et qu'on chante en même temps, on accumule un tout petit peu les obstacles. Ouais, un petit trac, quoi. Ah, voilà. 3 fois rien. Ouais, 3 fois rien. Et puis, alors que tu étais attachée de presse dans la mode, auparavant, il y a eu France Inter. Je sais pas comment, si tu étais attachée de presse, il y a eu France Inter avant, après. Tout en même temps. Tout en même temps. Il y a quoi, il y a au moins 5 ans maintenant? Ouais, c'était en 2015, je crois. Ouais. Donc en bref, c'était un radio crochet. Ouais. Et ça a été une espèce de coup de boost pour rentrer dans le milieu musical. De quelle manière? Parce que je sais que tu n'as pas gagné le radio crochet, mais ça a malgré tout été un vrai coup de boost. Ouais, ça a tout changé, France Inter, parce que c'était déjà être sélectionné sur des milliers de candidatures pour participer à ce radio crochet. Donc déjà rien que ça, il y avait quelque chose de très fort. Moi, symboliquement, ça validait beaucoup de choses pour moi. Et puis c'était sur mes compositions. J'étais toute seule, j'avais pas de groupe. Et je suis allée au bout de l'aventure, même si je suis arrivée 2e. Ça m'a permis de rencontrer des professionnels, ça m'a permis de prendre confiance, ça m'a permis aussi de me dire qu'il y avait peut-être une oreille attentive chez France Inter pour ce que j'avais à proposer.
Même si c'était pas tout de suite, en tout cas, quand j'ai fini l'aventure, j'ai senti en tout cas que je pouvais adresser un enregistrement futur aux personnes qui avaient été là au début. Voilà. Ça, c'était fou. Et on en est là aujourd'hui, un premier album. À peine 5 ans plus tard. Bah attends, c'est déjà... Bah d'ailleurs, ouais. Est-ce que tu dirais que cette entrée en musique, donc 5-6 ans après, ça a été de la patience, ça a été quoi, une forme de bouillonnement constant, ça a été de pas se démotiver? Oui, c'est très mental. C'est très. Je compare souvent ça à un travail de sportif de haut niveau. Quand on remet chaque jour sur notre métier l'ouvrage et qu'on se remet en question à chaque nouvelle compétition et qu'on doit être toujours à un très bon niveau et en même temps garder un mental d'acier parce que tout n'est pas dans la performance et dans le talent qu'on peut avoir. C'est aussi dans l'envie d'être là et le fait de ne pas lâcher. Et ça, c'est très très difficile. Il y a plein d'artistes qui distingue, lâchent. tu penses ? Je pense que il y a beaucoup de gens talentueux qui vont pas au bout de ce métier parce que justement ça demande de la patience, ça demande de rappeler, ça demande d'accepter que les portes soient fermées pendant un temps et que ça mette plusieurs années avant de pouvoir en ouvrir une. Et donc un premier album, c'est aussi une espèce de parti pris musical pour présenter son univers. Ça a été quoi le tien ? Qu'est-ce que tu avais envie qu'on en retienne de ce premier album comme une présentation un peu en fait ? J'avais envie de... C'est en studio qu'on s'était dit ça, que s'il ne devait y avoir qu'un seul album, lequel on allait proposer en fait. Ouais, c'est pas mal ça comme... Ouais, c'est une belle manière de poser le problème. Et enfin, pas le problème d'ailleurs, l'équation je dirais. C'est pas un problème, c'est vrai. C'est pas du tout un problème. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire en premier ? Est-ce que je voulais faire quelque chose de joli qui allait plaire ou est-ce que je voulais quelque chose qui me ressemble ? Est-ce que je voulais quelque chose d'un peu direct enfin, je voulais quelque chose qui ressemble à ce que j'avais en tête depuis longtemps. Et qui ressemble à qui je suis, très, très modestement, mais on met beaucoup, beaucoup de soi dans la musique et dans des chansons. D'ailleurs, quasi toutes les chansons sont à la première personne, je crois. Ouais. Comme une espèce de journal. Il y a un « on », je crois. Ouais. Mais sinon, c'est « je » et c'est « tu ». C'est vrai. Et alors, le titre « Orage » viendrait de Victor Hugo. Tout modestement aussi. Écoute, pourquoi pas, c'est un premier album, on se présente comme on est. Voilà. Non, mais Victor Hugo, j'ai lu ça quand j'étais adolescente. J'ai lu ça toute ma vie. J'étais folle de la littérature romantique. Et Les Misérables m'avait beaucoup touchée, même si c'était pas mon roman préféré. Mais et c'est un passage des Misérables qui parle de tempête sous un crâne dans la tête de Jean Valjean, au moment où il doit se rendre à la police ou pas, pour purger la peine à la place de quelqu'un d'autre. Et je trouvais ça très beau en fait comme image. Je suis très sensible à toutes ces symboles. Et l'image de la tempête sous un crâne, ça m'a beaucoup beaucoup parlé. Et quand on a cherché un titre pour l'album, c'était pas des tempêtes, parce que c'est vraiment très fort en fait. Les tempêtes, c'est un cas de conscience, c'est un truc de vie ou de mort. Oui, là c'est des orages, je précise, il y a un S. Là c'est plus petit et plus positif. Et pour moi, l'orage, c'est aussi très beau. Enfin, j'ai toujours adoré regarder par la fenêtre quand il y avait des orages. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui t'ont marqué comme ça pour l'album ou des auteurs C'est vrai, pour l'écriture? Mais vas-y, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Pour l'album, je dirais, il y a un truc évident que je dis en interview aussi, c'est la chanson « Comment », elle est tirée d'un poème d'Henri Michaud. Ouais. Et donc, voilà, ça m'a accompagnée pendant l'écriture de l'album. Sinon, tout court, je crois que je lis beaucoup de littérature, donc ça va dans tous les sens. Je ne saurais même pas te résumer. Je crois qu'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, et pareil, c'est un peu cliché pour les artistes, mais c'est Martin Eden de Jack London, qui raconte, qui est autobiographique et qui raconte comment notre cher Jack a décidé, a tout sacrifié pour devenir écrivain. Et comment il y est parvenu, et à quel point, bien sûr c'est le travail, bien sûr c'est le talent, mais c'est aussi pour le coup l'acharnement. Ouais.
C'est vraiment au dernier moment. Donc je spoil un peu le bouquin, mais... Ok, n'écoutez pas. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. C'est vraiment à la fin, c'est quand il met son manteau au clou, d'ailleurs. Il met son manteau au clou et il envoie son dernier manuscrit. Et c'est le dernier qu'il peut envoyer, parce qu'après, il n'a plus d'argent du tout. Et c'est ce manuscrit-là qui est pris pour être publié. C'est une belle histoire, en vrai. C'est une belle histoire. Après, ça se termine pas très, très bien. Sur le papier, là, c'est une belle histoire. Ouais. Alors, tu le dis, tu veux pas faire de musique snob, tu veux une musique, disons accessible. Ça passe par quoi? Est-ce que ça passe notamment par le choix des mots? Sans aucun doute. Je pense que par oui. une langue simple? Oui. Dans l'absolu. Oui, des images faciles à comprendre, des mélodies simples. Ouais. Mon but, c'est que c'est... Mon but. Je sais pas si c'est un but vraiment, mais en tout cas, je le fais très naturellement. Que tout soit fredonnable et que tout soit chantable par tout le monde, qu'il n'y ait pas de filtre ou d'apprentissage nécessaire pour aller écouter ce que je fais. Et parfois, peut-être dans l'écriture, il y a des choses un peu plus compliquées dans les thèmes, mais je pense que tout est abordable, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de... Je suis d'accord. Enfin, ouais, mais tant mieux. Vraiment, Pas du je tout. suis ravie. Si je te dis l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, ça te parle? Ouais, ça me parle. Ouais. C'est une citation du film La haine de Mathieu Kassovitz, tout à fait. En 95, qui a inspiré ton titre que je pense les gens connaissent, Jusqu'ici tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'ici tout va bien. La chanson, tu veux dire? La chanson, c'est une chanson sur le mensonge et sur le déni. Et c'est le refrain, il m'est venu vraiment en... Je sais pas, c'est d'abord la mélodie qui est sortie. Et j'ai trouvé très vite Jusqu'ici tout va bien. Et Jusqu'ici tout va bien, ça faisait écho immédiatement à La haine. Et La haine, c'est vraiment... donc la chute de Hubert, je crois que c'est Hubert qui dit ça, le personnage, qui raconte justement ce jeune homme qui tombe du dernier étage et qui dit Jusqu'ici tout va bien, jusqu'à ce qu'il tombe pour de vrai, quoi. Et j'avais l'impression que... Enfin, ça peut s'appliquer à plein de situations, évidemment qu'on peut penser à des problématiques super larges. Au moment où j'ai écrit la chanson, c'était l'affaire Benalla, je sais pas si tu te souviens. Mais il y a 2 ans et demi, ouais. Et donc, une fois de plus, c'était un micro-événement politique qui a fait grand bruit quand même, enfin, tu vois, mais ça a vite été balayé, je trouve. Et finalement, c'était presque anecdotique, c'était un peu une affaire parmi d'autres. Et ça me choque à chaque fois. Enfin, moi, je suis outrée par ces affaires et j'ai l'impression que tout le monde dit que jusqu'ici tout va bien, quoi. Alors que, bah non, ça va. Dans l'absolu, ça va pas trop, là. C'est pas possible de laisser passer ça. Ou en tout cas, de se dire, ouais, allez, on enchaîne, c'est pas grave. Sur le plan du texte, comment saisir un sujet, un thème, en une chanson qui est par définition un espace plus court qu'un livre, typiquement? Quel exercice c'est pour toi? Il faut que les mots soient simples, mais en même temps qu'ils frappent l'esprit. Comment il se met en place, selon toi, cet équilibre pour... Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord une évolution dans la chanson. Je trouve que ça, c'est indispensable. Sinon, les auditeurs n'écoutent pas jusqu'au bout. Si on répète la même chose, couplet B et couplet A, ça sert. C'est chiant. Pas à grand. Ouais, je pense que c'est ennuyeux. Sauf si vraiment c'est complexe, à ce moment-là, peut-être qu'il faut répéter, je sais pas. Mais donc déjà, il faut qu'il y ait une évolution. Ensuite, je pense qu'il faut donner à ressentir. Ça, et surtout ne pas expliquer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à entendre au début. Ouais, puis surtout dans plein les premiers romans, les premières œuvres, c'est souvent on a peur de ne pas être compris, donc on a tendance à chercher à expliquer plutôt que de donner à voir et de donner à ressentir. Alors que ce qui est important, c'est justement l'émotion qu'on transmet, et on n'a pas besoin de passer des heures et des heures à expliquer ce qu'on veut dire. Et c'est parfois mieux de laisser l'autre voir ce qu'il a envie de voir. Et de ne pas prendre, et de pas le prendre pour un débile aussi. De faire confiance à son, tout à fait. c'est auditeur. C'est vrai. Non, mais ça, c'est extrêmement... c'est pareil pour la littérature. Ouais. Les romans qui marchent pas, c'est... Enfin, je trouve. Hein. C'est quand on prend... Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est Virginie Despentes qui disait ça dans une interview, que prendre les lecteurs pour des idiots, c'était déjà faire un mauvais livre. C'est pas si faux. Tu travailles comment, toi, l'écriture? Je sais que t'aimes la notion d'artisanat. Ouais. Comment ça se produit?
Ça se produit... Est-ce qu'il y a un schéma déjà d'écriture pour toi? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs manières d'écrire des chansons. Il y a des chansons qui se font en spirale, il y a des chansons qui se font en part 1, part 2, donc A et B. Ouais. T'as des chansons qui font écho, t'as les chansons je parle à un ami, t'as des chansons... Enfin, t'as plein d'angles comme ça de construction de chansons. Moi, je suis plutôt AB, je suis très classique. Je suis l'école Brassens, c'est ce qu'on m'a dit, et je trouve ça vraiment que t'aimes beaucoup, cool. d'ailleurs. Ouais. Donc ça me semble logique d'être là-dedans. L'école Renaud aussi, c'est un peu le même... Que t'aimes beaucoup, d'ailleurs. Que j'aime beaucoup. Parfois, c'est spirale. Ça, c'est plus Aznavour qui fait ça. Et c'est un super exercice. Et voilà. Et qu'est-ce que tu... Oui. Et donc, j'écris beaucoup, mais j'essaye de finir les chansons. Mais c'est ça. Je me demandais à quel moment on sait qu'une chanson, le texte et la mélodie, est aboutie. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Parce que j'imagine que c'est infini, quoi. Oui, ça peut être sans fin. C'est juste, je pense, quand ça sonne bien. Ouais. Il faut pas... ça peut toujours être mieux. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de réécrire. Mais c'est quand ça sonne bien, que c'est facile à retenir aussi. Je pense qu'en chanson, c'est important de pouvoir saisir une phrase comme ça au vol et de faire d'une phrase un même mot aussi, ça peut arriver. Je trouve ça très très fort. Quand j'arrive à faire ça, et c'est pas souvent, je me dis que la chanson elle est finie. Alors la chanson, justement, comme au cinéma, elle parle de la manière dont tu essaies de concevoir ta vie, c'est-à-dire avoir une vie passionnée, comme au cinéma, donc. Le métier de chanteuse, c'est un peu tout trouver pour ça, en fait. Ouais, tout à fait. Écrire ses émotions à travers la musique, c'est un peu ce qu'on fait de mieux pour vivre passionné. Et ouais, vivre passionnément, c'est pas attendre, en tout cas, je sais pas, c'est pas laisser passer sa chance, c'est faire les choses qui nous tiennent à cœur, c'est saisir le moment aussi. Je sais que ça a l'air un peu bébête, mais quand même, c'est vraiment ça. C'est être un tout petit peu audacieux. Et ça, c'est pas facile, tous les jours, d'avoir de l'audace. Et c'est pas avoir peur de se faire mal aussi, parce que c'est souvent ça. C'est souvent des métiers où on tombe beaucoup. Donc la peur de l'échec et de se dire que ce qu'on fait c'est pas bien, il faut le dépasser, quoi. Et en ça, pour moi, vivre passionnément, c'est aussi ça. C'est aussi se dire je vais peut-être me prendre un caillou. Mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. À la fin de l'album, il y a une chanson en anglais qui s'appelle Tomorrow. Wow. Oh, tu es bilingue? Presque. Pourquoi tu as décidé d'écrire en anglais et surtout peut-être de retenir cette chanson? Alors cette chanson, elle existait avant que je rentre en studio. Je l'ai écrite en 2016, je crois, ou 2017, quand j'ai démissionné. Au moment où j'ai démissionné de mon travail et où j'avais mis des sous de côté en me disant j'ai 2 ans de chômage pour faire de la musique. Et ensuite, j'aurai plus d'économie, donc soit je vis de la musique, soit je retrouve un travail. Ok. Et c'est très terre à terre dit comme ça. C'est très terre à terre, mais c'est la vérité. Et donc cette chanson, c'était un peu un espoir et aussi une manière d'affronter ma peur principale, qui était donc ma peur du lendemain, que j'ai toujours. Et qui se cristallisait vraiment très très fort à ce moment-là, parce que quand on se lance dans 2 ans sans travail effectif, et que le seul travail c'est trouver un entourage, écrire des chansons et dire à ses proches que ça va, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, donc ça demande voilà, et la chanson m'a aidée à mettre tout ça un peu par écrit, en me disant que ça allait bien se passer demain. Alors justement, en parlant de ce lendemain, ton premier album est sorti en septembre. Comment est-ce qu'on fait vivre un premier album en pleine pandémie mondiale? Écoute, c'est vrai que c'était pas prévu au programme. Et oui, ça, je me doute bien qu'il y a eu un pas. On l'a pas anticipé, hein, c'est sûr. Et on a pensé d'abord le repousser. D'ailleurs, on a décalé la sortie de... Enfin, le premier single est sorti en janvier. Ensuite, on devait sortir l'album 4 mois plus tard, quelque chose comme ça. Et en fait, le confinement est arrivé.
La tournée s'est décalée. Enfin, tout s'est décalé. Donc, on s'est dit, on sort quand même un EP. En plus, le premier confinement, on savait pas du tout que ça allait durer 1 an. On s'est dit, vraiment, on en a pour 6 mois max à vivre avec ça. Et en fait, pas du tout. Donc, premier EP est sorti. Et une fois que l'EP était sorti, même si l'épidémie s'installait de plus en plus et que le deuxième confinement arrivait, on se disait quand même il fallait faire vivre l'album, que peut-être il y avait une attente, que les gens étaient chez eux et qu'ils écoutaient de la musique. C'est vrai. Moi, je pensais que c'était le moment, en fait. Ouais. C'était le moment, c'était des chansons aussi qui pouvaient aussi accompagner cette période-là, qui pouvaient faire écho, en tout cas, à cette période-là. Et des chansons, ça reste, en fait. C'est quand vous sortez un album en 2020, les chansons vont pas disparaître l'année suivante. Et moi, j'espère que mes chansons vont rester. Donc l'album est sorti, tant mieux, tant pis pendant cette période-là, c'est pas grave, on enchaîne. Et ça me permet, moi en plus, ça m'a permis en plus d'aller aux Victoires, ce qui était quand même inespéré. Et je regrette pas du tout de l'avoir sorti à ce moment-là. Ce qui manquerait, c'est la scène seulement. Ouais, seulement, et en même temps, c'est tellement. C'est très important. Oui, la mais moitié de tout ce de qu'on tout le imagine boulot, ouais. autour d'un album, ce qui manque seulement, donc ce serait juste ça. Ouais, c'est ça. Bah, la scène, c'est la suite logique de la sortie d'un album. Et surtout un premier album où tu as besoin de rencontrer ton public. Ouais, peut-être de prendre le pouls aussi de. Ouais, tout à fait. Des quelle titres, chanson marche, je sais pas. Exactement. Je suis pas chanteur, mais. Non, mais c'est ça, c'est de comprendre un petit peu le ressenti. Et puis c'est le cœur du métier, en fait. Moi, je vis par la scène. C'est ça qui me fait payer mon loyer, quoi, dit bêtement. Donc j'en ai besoin, c'est vital et ça fait partie de mon équilibre. Je pensais pas à ce point, mais ça fait 1 an que je fais quasiment plus de concerts et il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression de marcher un petit peu, de boiter un peu, quoi. Tu sens que tu as une responsabilité vis-à-vis des gens quand t'es sur scène? Le fait qu'ils se déplacent, évidemment. Bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. J'ai une responsabilité. Il faut faire quelque chose de bien. Il faut faire j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se déplacent et qui vont au concert. Et moi-même, en tant que spectatrice, je vais voir pas mal de live. J'aime pas du tout qu'on me prenne pour une idiote quand je vais voir quelqu'un, que c'est pas préparé ou que c'est mal fait ou que ça joue une demi-heure alors que c'est censé jouer 1h30. Enfin, des choses comme ça qui sont pas bien, quoi. Donc oui, il y a une responsabilité, il y a une envie que les gens sortent heureux et qu'ils aient passé un beau moment avec moi et mes musiciens. T'as un souvenir de spectatrice dans un concert qui t'aurait pourquoi pas inspiré J'en ai beaucoup. Ouais. J'en ai vraiment énormément. Des concerts, j'en ai fait un paquet. Et j'en ai fait encore plus. Au moment où j'ai démissionné, je m'étais dit que j'allais aller le plus possible voir des concerts. Pour m'inspirer, pour essayer de rencontrer des gens aussi. Même si dans un concert, finalement, tu rencontres très peu de gens. Oh, oui. Mais tu sais pas, tu vois, tu peux croiser d'autres chanteurs, tu peux croiser des musiciens, tu peux... Enfin bref. Oui, pourquoi pas le chanteur en question. Pourquoi pas le chanteur si tu y arrives. Enfin, en tout cas, ça inspire. Je sais pas, j'en ai tellement... J'ai un concert de Sigur Rós que j'avais fait au Zénith. Il me semble que c'est le Zénith. Mais peut-être que c'est Bercy, je ne me souviens plus, où je voulais pas aller parce que je travaillais à l'époque et le lendemain je me levais super tôt et je sentais que j'allais m'ennuyer. J'étais là, non, ils chantent en islandais, je vais rien comprendre, voilà. Ouais. Et c'était génial. J'étais absolument éblouie, je n'ai pas vu l'heure et demie passer. Les concerts de Camille, à chaque fois que je vais voir un concert de Camille, j'en ressors toute bouleversée et je me dis que c'est ça le live, c'est quelque chose de différent du disque. Moi, je me souviens d'un concert de Camille, je sais pas si tu l'avais vu, moi je l'ai vu sur YouTube, mais où elle avait fait sortir le public. Ouais, bah c'est le dernier, c'est Oui. Ouais. Ouais, bah on était là. C'était C'était au sortir de je crois que c'était la Cigale. Mais oui, elle faisait sa fanfare et il traversait la foule, il fendait la foule et il sortait dans la rue et il revenait. Je trouvais ça fou. Ah oui, c'était dingue. Ouais. De quelle manière, toi, tu as appris à apprivoiser ta voix, tant sur le plan du vocal, du travail vocal, que sur la manière dont tu as peut-être appris à l'aimer. Tu sais, je sais pas si c'est parce que je te lis à Cocoon, avec Marc Domaille, avec qui tu as travaillé, tu as fait le duo Back to One, que j'invite les gens à écouter.
Mais je te lis à certains types de voix, alors peut-être The Do, Olivia, du groupe The Do, peut-être aussi parce que ton album est produit à moitié par Dan Levy, qui est l'autre moitié de The Do. Mais quand j'ai écouté ton album, je me suis dit peut-être que cet univers, The Do, Cocoon, cet esprit un peu folk finalement, te parlait. Ah bah carrément. Et notamment dans le travail de cette voix. Alors moi j'ai grandi en écoutant la folk, et j'ai vraiment adoré ça. Et les maquettes que j'envoyais aux maisons de disques avant de rencontrer Dan et avant d'avoir des ambitions dans la musique, c'était de la folk pure. Donc c'était des harmonies, de la guitare, une guitare sèche, mais c'était même de l'anti-folk par moment. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'anti-folk. C'est un mouvement new-yorkais complètement un peu punk, où c'est de la folk minimale, chantée par des gens qui chantent pas très bien. Donc c'est pas très bien joué, c'est pas très bien chanté. C'est genre dans la BO de Juno, je sais pas si t'as vu ce film. Oui, exactement, j'allais dire The Moldy Peaches, la chanson. T'as Camilla Dawson et les Moldy Peaches qui font très bien tout ça. Elle est trop bien cette chanson, je trouve, moi. Non, mais tout est génial. Et donc c'est vraiment ça, c'est des trucs enregistrés un peu... genre on s'est trompé de bouton, c'est pas grave, on garde la chanson quand même si on entend le bruit de la rue, même si on entend... ça, j'adorais ça. Et il y avait quelque chose de lo-fi aussi, tu vois. On n'entend pas très bien tous les instruments, il y a une sorte de brouillard. Moi, j'ai grandi avec ce son-là. J'ai grandi avec Simon & Garfunkel, que j'ai appris l'anglais avec Paul Simon, avec Cat Stevens, avec Tracy Chapman, avec Suzanne Vega, que j'adore, avec une fille américaine qui s'appelle Regina Spektor, qui est un peu moins connue en France, mais qui est... moi, c'est ma déesse. Je l'ai vue en live. À chaque fois que je la vois, je comprends... Enfin, c'est une star mondiale, évidemment. Je sais pas, elle me touche énormément. Je me souviens de cet album Hotel Room ou quelque chose comme ça. Il y a Hotel dedans, bon bref. En tout cas, ravi si l'anti-folk c'est d'avoir du bruit autour. Je suis ravi de faire de l'anti-podcast. Tu fais l'anti-folk podcast, anti-podcast. Dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Narcisse, qui est une chanson assez sombre où il est question de l'histoire de tes parents, de violence psychologique un peu. Tout à fait. Et qui est, j'imagine, importante pour toi et que tu pensais pas qu'on allait garder sur l'album. Et je me demandais, en parlant de scène tout à l'heure, est-ce qu'il y a des chansons plus difficiles à chanter sur scène ? Oui, bien sûr. Il y a des chansons, tu veux dire, pour le sens en l'occurrence, ouais. Oui, c'est vrai que... Parce qu'il y a des chansons qui sont juste difficiles à chanter, tout court. Mais effectivement, Narcisse, c'est une chanson qui est pas facile à chanter parce qu'elle est lourde. Elle est tout simplement lourde de sens et elle est directe. Il n'y a pas beaucoup de filtres dans les mots. Donc oui, au début, c'était un peu... c'est pas facile, en fait, de se dire comment les gens vont la recevoir. Est-ce qu'ils vont être attentifs ou est-ce qu'ils vont, au contraire... Parfois, ça peut être gênant aussi pour les gens d'entendre une chanson comme ça. Oula, elle se confie beaucoup trop. On est mal pour elle. On va partir. On va partir. S'il vous plaît, mademoiselle. Et j'avais peur de ça. Après, ce qui aide, c'est la mélodie de la chanson. Il faut pouvoir la placer dans le set à un endroit adéquat. Je commence pas mon set avec Narcisse. Ça, c'est important aussi. Bah oui, parce que je vais pas... Tu vois, ça... Bonjour à tous. Bonjour. Narcisse, tu vois, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Après, c'était une idée, c'est Dan qui m'avait dit ça, mais tu peux commencer, ça va les clouer sur place et tout. Mais non, si je commence avec Narcisse, c'est trop... Violent. Ouais, c'est trop violent. Est-ce que tu as des concerts de prévus Normalement, on a une tournée pour printemps-été qui est en train d'être décalée à l'automne. Quand même. Automne, on est en train de... Après, j'espère qu'il y aura quand même des dates cet été parce que je peux pas me refaire encore 6 mois de ma vie sans travailler la scène, là, c'est pas possible. Il y aura peut-être des one-shots ou des petits trucs dans les centres culturels, ça vraiment, je l'espère profondément. Suivez Clou sur les réseaux. Ouais, exactement, je communique dessus avec tellement d'enthousiasme que c'est pas ratable. Mais... Qu'est-ce que c'est difficile, on va recouper, décaler la tournée à l'automne, ouais. Ok. Et ouais. Et je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités
et à toutes mes invités. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors je vais partager des gens que j'aime beaucoup et qui font des choses très très belles. Le premier, c'est un jeune musicien parisien qui s'appelle Taur, T-A-U-R. Son prénom, c'est Mathieu. Il est en train de sortir son deuxième album, je crois, qui va s'appeler, j'ai oublié. C'est en anglais, ça ressemble à du Chet Faker, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un peu électropop, faussement léger. Et c'est formidable. Moi, c'est ma rencontre du premier confinement, parce qu'il m'avait invité sur un projet collectif qui s'appelle le Projet 40. Et depuis, c'est devenu un ami, quoi. On se voit régulièrement, distancié. Et voilà, et j'ai hâte d'écouter son album qui va sortir. L'EP s'appelle Green Nuit. Ça, c'était son ancien EP, je pense. En 2016. Là, c'est Howler, son nouvel album. Ah d'accord, tu l'as, ok. H-O-2-L-E-R, c'est le titre qui est sorti, mais je ne sais pas si c'est le titre de l'album. Je vais chercher en même temps. Taur, très bien. Taur, et je peux t'en donner un autre que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai rencontré pour Hyper Nuit de France Inter. On m'a demandé avec qui j'avais envie de faire un duo. Et j'ai choisi ce jeune homme que j'ai découvert à la radio, qui s'appelle Hussard, U-2-S-A-R. Et lui, il écrit des chansons tellement belles, et c'est dur aussi, c'est pas des sujets légers. Et je t'encourage à écouter une chanson particulièrement, qui est une chanson d'amour très forte, qui s'appelle 6 milliards. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette chanson. Et en plus, il a une voix, tu vois, il a la voix grave et sensuelle qu'on a envie d'avoir dans les oreilles. Ça, je connais, ouais. Donc lui, je l'adore aussi. Et je peux aussi parler d'une amie à moi dont j'aime tous les albums, qui s'appelle Buridan, qui est une chanteuse lyonnaise, qui a un talent fou. Elle est super connue aussi pour avoir fait le générique de La Vie Claire, ah bon le magasin bio. Ouais. Mais elle fait aussi plein d'autres trucs. Elle fait des voix, elle est tellement drôle, elle travaille sur son prochain album là, et j'ai hâte parce que son dernier album qui s'appelle Taureau, je crois, ou alors Barge Endurance, voilà, je dis n'importe quoi, Barge Endurance de Buridan. Elle avait pas fait une espèce de tube il y a des années qui s'appelle Badaboom. Ok. Qui a mais tout explosé. Oui, un peu comme, je sais pas, Anaïs. Exactement. Ouais, parce que son nom me disait quelque chose. Bah, elle est connue quand même, enfin... Pour moi, elle est très connue, mais peut-être pas grand public à ce point. Mais oui, et puis elle écrit des très très belles chansons. Il y a une vraie évolution quand tu écoutes son premier album et son dernier album. Il y a tout un chemin. Son écriture est extrêmement fine. Elle s'appelle Buridan par rapport au philosophe Buridan. Et donc dedans, il y a beaucoup de philosophie aussi, et de douceur et de recul sur la vie. C'est quelqu'un de très doux et de très drôle. Voilà, donc il faut écouter. Et c'est conseillé. Super. Merci beaucoup, Clou. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouveau ou une nouvelle invité pour parler de quoi ? De culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast, et merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.